suis pas content, il y a Anne Hidalgo qui va divorcer. Oui, Anne Hidalgo, elle va divorcer. Mais non, pas d'avec son coq de mari, j'en ai rien à foutre, t'es pas dans Voici, je te parle de divorce politique, en l'occurrence avec les écologistes. Cette fragile alliance de circonstances, qui semblait déjà bien érodée, semble définitivement être enterrée à l'occasion d'un nouveau rebondissement dans l'affaire de son ancien adjoint Christophe Girard, à ne pas confondre avec René. Les faits présumés datent des années 90. À l'époque, celui qui accuse Christophe Girard, il a 15 ans. Il rencontre l'ex-adjoint à la culture de la mairie de Paris en Tunisie et il devient le baby-sitter de ses enfants. Il part vivre avec la famille, notamment aux États-Unis. Et de ses 16 ans à ses 24 ans, il affirme avoir été abusé sexuellement au moins une vingtaine de fois par Christophe Girard. Ça a détruit ma vie, a-t-il confié à nos confrères du New York Times qui ont publié cette interview dimanche. Alors Christophe Girard, il nie l'intégralité des faits reprochés, mais le parquet de Paris a néanmoins décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour viol par personne ayant autorité, ce qui est déjà une circonstance aggravante. Oh la pauvre Anne Hidalgo, putain, elle les enchaîne en ce moment. Franchement, c'est pas de bol, le sort s'acharne. Déjà qu'elle nous a chopé le coronavirus cet été. Si, j'ai appris ça juste avant de partir, mais j'en ai pas parlé parce que j'en ai rien à foutre. Mais si, elle a chopé le coronavirus. D'ailleurs, elle va bien ou pas? Non, parce que je me suis même pas renseigné, au moins que les gens soient au courant. Elle avait aucun symptôme visible. Bon, ça c'est bien, ça veut dire qu'au moins... Ah ben non, c'est con. Mais non, mais pour une fois qu'il y avait un truc de positif en elle, y a pas de preuve, comme d'habitude, on va être obligé de la faire à la confiance. Et juste après ça, bim, son adjoint Christophe Girard, qui a des problèmes de dîner. Oui, parce que l'ancien adjoint de Anne Hidalgo, dont elle a finalement dû se séparer, Christophe Girard, lui, il faisait des petits dîners, en fait. Avec Gabriel Matzneff, le pédophile. Non, vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Attention, non, c'était des dîners. J'ai pas envie, maintenant que j'ai plus de 200 000 abonnés, de me taper un procès en diffamation. Donc c'est la version officielle, jusqu'à preuve du contraire, force est de loi à qui sait attendre. Et du coup, on reste sur la version officielle. C'était des dîners, d'accord? Je sais que, bon, de base... un socialiste et un pédophile dans la même pièce, il y a un petit côté pléonasme. Mais non, ils étaient là pour bouffer, du caviar, du champagne... des fions, enfin bon bref, ils font ce qu'ils veulent, mais c'était des dîners. Donc du coup, vous vous en doutez, il y a quelques personnes qui sont allées taper à la fenêtre de Anne Hidalgo pour lui dire qu'est-ce que le mec il fout encore là, et Anne Hidalgo, elle a changé de défense en fait. C'est-à-dire qu'au début, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a tenté la défense Marlène Schiappa en fait. Voilà, mi-Marlène Schiappa, mi-Greta Thunberg, c'est-à-dire elle leur a dit pardon. Mais comment osez-vous me poser cette question, monsieur Bourdin? Je sais que vous n'êtes pas monsieur Bourdin, mais ça ne change rien, c'est indécent, monsieur. C'est indécent de me poser une question pareille. How dare you? How dare you? Vous avez brisé mon offense. Elle a dit comme ça, elle a dit, il faut pas me poser cette question. Et puis là, ça marchait pas. C'était la fois de trop, donc du coup, elle a dû switcher à la dernière minute de défense. Elle était un peu paumée, donc elle nous a fait... oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... c'est la faute des féministes, exactement. C'est du harcèlement féministe. C'est LGBT, les progressistes, les connards aux cheveux bleus, c'est de leur faute. Les murs tremblent à la mairie de Paris au sein de la majorité PS écolo d'Anne Hidalgo. Elle demande des excuses et dénonce la pression exercée par des élus écologistes et des féministes sur son adjoint à la culture, Christophe Girard. Anne Hidalgo et les élus autour d'elle demandent la mise au ban d'Alice Coffin et de Raphaël Rémy-Leleu qui ont manifesté devant l'hôtel de ville la veille. T'es sérieuse? T'es là en train de dire que c'est la faute des féministes et des LGBT et des hordes d'extrême gauche. Oh là là là. Mais tu t'es fait élire par ces gens-là. Les antifas ont même fait ton service de sécu pendant la campagne. Anne, putain! Tu as rempli Paris de statues de bites. Tu as mis des rainbow flags partout, c'est atroce. Et là, tu leur craches à la gueule. Parce que tu te fais penser à la première emmerde. Les féministes, tu leur as dit, c'est le combat pour mon prochain quinquennat de Paris, que le combat de féminisme, c'est bien, c'est le progrès. Tu as dit, c'est le combat de ta vie. Et là, tu les poucaves comme une vieille balance. C'est pas moi le shit, monsieur. Ah non, c'est à lui, c'est pas moi. Mais c'est ça. Tu dénonces ton pote en GAV pour une barrette de shit à 12 €. On en est vraiment là, Anne. Ne t'inquiète pas. Tu es socialiste. Tu as la trahison dans le sang. Et donc finalement, elle a dû se séparer de son adjoint, malheureusement à contre-cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des preuves, en fait. Des dîners. Oui, il y avait des preuves des dîners. Lesquels? Accrochez-vous quand même. En fait, c'est les factures. Mais si, bien sûr. Mais non, mais attendez, il faut arrêter les caricatures et les amalgames. Les hommes politiques ne sont pas tous que des menteurs. C'est aussi des escrocs. Et bien évidemment, ils ont fait rembourser les dîners. Il y a la facture, mairie de Paris et tout le bordel.
C'est-à-dire que l'autre, il va à ses soirées, il veut pas que ça se sache, mais on va quand même se faire rembourser, hein, au cas où quand même, pour les frais de bouche. Enfin, désolé, hein, sans mauvais jeu de mots. Vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul des... Je vais pas finir cette phrase. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de Macao, eh bien, notre leader suprême était une fois de plus au rendez-vous. Vous le savez, le Liban traverse une crise terrible en ce moment, mais heureusement, nos amis libanais peuvent compter sur la solidarité française. Florence Parly était sur les ordres d'Emmanuel Macron, s'est rendue immédiatement sur place, hein, pour nous apprendre quel sera le nom de cette opération d'aide française envers les Libanais. Mais à chaque jour suffit sa peine. Et ce que je suis venu affirmer aujourd'hui... Oui, alors juste, voilà, je vous emmerde pas avec ça, mais la conférence de presse sous un hélico, faut éviter. Ce lien, il porte un nom, et c'est celui que nous avons choisi de donner à l'ensemble de notre opération de soutien au Liban. Et c'est un beau nom que j'énonce devant vous. C'est le nom de Amitié. Oh, ils ont appelé ça Amitié, comme c'est mignon. Attends, du coup, ils ont relancé un numéro vert? Allô, Détresse Amitié. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Et du coup, vous leur avez fait un prix d'amis ou pas, aux Libanais? Non, parce que le principe de l'amitié, au départ, c'est que c'est désintéressé. Et là, j'en doute un peu. Après, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a de la grandeur d'âme chez Emmanuel Macron. Non, 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 non. Il est fondamentalement attaché à ce qu'il n'y ait aucune ingérence étrangère au Liban, comme il l'a rappelé, au président iranien, qui a bien dû se foutre de sa gueule. Aucune ingérence. Ah, t'as du culot quand même. Mais du coup, c'est quoi le mot alors qu'il faut utiliser pour la demande d'un audit au gouvernement, la réunion des partis, la coordination de l'aide internationale, sans parler de tes demi-appels à la révolution de mon cul? D'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Merde, faudra en parler aux gilets jaunes, hein. Je pense qu'ils sont pas au courant. Alors du coup, pour expliquer ces incohérences, les médias font ce qu'ils peuvent, hein, et vu qu'Anna Cabana est en vacances, c'est pas forcément facile de faire le boulot, donc du coup, ils ressortent les fonds de tiroir. Alors ce qu'on entend un peu partout, hein, c'est Emmanuel Macron a réussi un véritable numéro d'équilibriste, on nous dit. Alors c'est plus de l'équilibrisme là, ça n'a rien à voir, c'est du contorsionnisme, c'est à un autre niveau. Après, c'est pas étonnant que le mec soit expert dans la discipline quand on sait à quel point il aime s'auto-sucer. Mais je veux dire, à un moment, pose caca, il y a des professionnels pour ça. Fais tourner un peu l'effectif. Marlène Schiappa, elle s'emmerde, ça fait 2 mois qu'elle est sur le banc, fais-la jouer un peu. Ah oui, elle s'emmerde, la Marlène Schiappa, parce que du coup, ils l'ont mis à un poste qui n'est absolument pas fait pour elle. Donc du coup, elle essaye de dire des trucs, mais là, on est vraiment dans Kaamelott. Donc je suis fier de vous présenter la phrase la plus longue et la plus vide de sens que j'ai peut-être entendue en 6 ans de JSPC. Je pense que là, j'ai pu avoir la chance de rencontrer des jeunes gens et des personnes qui sont engagées de manière volontaire, qui sont des sapeurs-pompiers volontaires. Et quand on leur demande qu'est-ce qui motive leur engagement, c'est la volonté de défendre les personnes, de protéger les personnes, de protéger l'environnement aussi, c'est quelque chose qui est important, et d'avoir un engagement citoyen au service des autres. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très fort et d'admirable, et je pense que l'engagement citoyen, il passe aussi par ce temps donné aux autres. Je pense que la chose la plus précieuse qu'on peut donner aux autres, c'est son temps. Et là, on a des gens qui donnent leur temps, leur énergie, leurs compétences en étant sapeurs-pompiers volontaires et en se mettant aux côtés des professionnels pour ensemble protéger la nature et protéger les personnes et sauver des vies. Ça veut dire quoi? Parce que on dirait vraiment une gamine de CE2 qui est en train de faire son exposé en fait. Alors aujourd'hui, je suis à la caserne des pompiers et les pompiers, ils sont gentils et il faut être gentil avec les pompiers parce qu'ils font le travail. C'est affreux. C'est pas beau, c'est laid, c'est moche, ça veut rien dire. Trouvez-lui un travail, sans déconner, ça devient malaisant. Sans déconner, Marlène, pourquoi tu reviens pas à tes premiers amours? T'étais plus compétente dans le porno, par exemple. Non, mais j'ai jamais dit que tu faisais des films de cul, j'ai dit que t'écrivais des bouquins de cul, tout le monde est au clair. Eh ben, tu pourrais faire, voilà, une progression dans ta carrière et passer de l'autre côté de la caméra. En plus, il y a des opportunités à saisir. Il y a Jackie et Michel qui viennent de créer leur émission de télé, enfin, leur chaîne de télé porno. Oui, sur le groupe Canal+, c'est... tu sais, moi je suis un ancien, j'ai connu les premiers samedis du mois, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Puis de toute façon c'est bien aussi parce que c'est très nouvelle génération ce qu'ils font Canal, ils misent tout sur l'amateur. Et ça ils ont bien compris que c'était l'avenir quoi. Là ils font porno amateur avec Jackie et Michel, ils font information amateur avec Pascal Pro. Voilà, je pense qu'il faut aller dans cette direction là.
Sinon, eh bien, l'autre grand sujet d'actualité de cette rentrée, vous vous en doutez, eh bien, c'est cette rentrée, justement, hein, la rentrée est là, ça y est, pour tout le monde va s'y remettre, hein, reprise pour les travailleurs, reprise pour les étudiants, reprise pour le coronavirus, mais sur ce point, attention, notre gouvernement est au taquet, puisqu'il nous présentera ce 25 août, hein, bien, son grand plan de relance dans le cadre de la crise du coronavirus. Ah bah non, visiblement non. D'accord, ils ont repoussé. Pourquoi ils ont repoussé ? Mais non, mais c'est complètement con. Je veux dire, vous avez passé l'été à nous dire ça y est, on est prêt, c'est terminé, c'est fait, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez oublié ? Ah, la façon de le faire gober aux Français. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, ça peut prendre du temps. Après, vraiment, j'ai du mal à comprendre, quoi. Je veux dire, vous avez taffé dessus comme des malades. Tout l'été, Jean-Michel Blanquer, on le voyait tous les jours. Je veux dire, tous les jours, on le voit dans les médias en ce moment. Regarde, il est combatif, hein, il est... Ah ouais, ça c'est bien. C'est dans une semaine. La rentrée. Allô, oncle Fétide, ton cartable il est pas prêt là, hein, donc faut s'y remettre. Et sinon du côté des médias, je veux dire, ils font comment ? Ils essayent de gratter du temps ou Jean-Michel Blanquer et Anna Cabana, trop chaud, le ministre. Ah putain, il y a même un gros plan sur la galoche, c'est dégueulasse. Jean-Michel Blanquer, seul au monde avec Anna. Et non, bande de connards, il est pas seul au monde. Rien qu'en France, on est 65 millions à attendre qu'il bouge son cul. Dans le secondaire aussi, les représentants des enseignants s'inquiètent. On se demande si on va avoir un ministre qui prend les choses à bras le corps et revient sur les consignes qu'il a données en juillet, qui ont été faites au moment où l'épidémie reculait. Là, on n'est plus du tout dans la même situation. Après, heureusement, pendant que notre ministre de l'Éducation / du coronavirus à mi-temps est en vacances, heureusement qu'il reste des Français du quotidien pour proposer des alternatives, sinon on s'en sortirait pas. Ainsi, par exemple, Manéel, elle a des idées, hein, je comprends pas, si le savon et le désinfectant tuent le virus, pourquoi ils font pas des médicaments avec ? Seule demande. Putain, mais c'est ça le problème, les médias. C'est que vous êtes tellement mauvais, vous êtes tellement nul à chier, vous avez tellement menti aux gens, BFM et compagnie, que les gens ils vous croient plus. Donc ils vont se faire leur opinion par eux-mêmes, ce qui est très bien, mais ça devrait être complémentaire d'une information objective et de qualité à la télévision. Et c'est pas le cas, donc du coup ça donne n'importe quoi. Donc les gens après, ils vous croient pas, donc ils vont sur internet, et ça peut être pire. Cet homme a eu une transplantation du cœur après avoir attrapé le Covid-19. Grâce au professeur Raoult qui lui a construit un cœur artificiel, il est désormais sauvé. On l'appelle l'homme de fer, partage cité ému. Bravo, monsieur Raoult, encore une preuve que vous êtes le meilleur. J'espère qu'Emmanuel Macron verra ça un travail formidable qui mérite d'être partagé. Putain de merde. Je vois pas pourquoi monsieur Raoult ne pourrait pas accomplir cet exploit. Vous autres, les jeunes, êtes aveuglés par votre télé. Mais regardez un peu ce que ce docteur a fait. Mais vous continuez à lui jeter la pierre. Mais c'est vrai que c'est là où c'est flippant, en fait. Parce que tu sais pas si le mec est peut-être le seul type de France qui réussit à se déconnecter tellement de la télé qu'il sait même pas ce qu'est Avengers. Et donc là tu te dis putain c'est cool, mais d'un autre côté ça donne ça en contrepartie. Donc on arrive dans une société où on sait pas si les gens sont juste très très émancipés ou très 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 cons. Sans compter que la connerie finit irrémédiablement par amener à une certaine forme de naïveté. Et il y a des gens qui commencent à être des cas d'école. Il y a des phénomènes par exemple qui se lancent sur les réseaux sociaux. Il faudrait pas autoriser des trucs aussi bêtes. Concours de celui qui a la plus belle carte de crédit, je commence. A few moments later. Vous êtes des salauds, je suis à découvert. On est tellement pas prêts. On est tellement pas prêts pour les défis qui arrivent. Il va y avoir des pertes, hein. Après, attention, à l'échelle de la planète, ça gère. Par contre, heureusement que si on prend les politiciens dans leur globalité, hein, ceux qui nous dirigent à l'échelle de la planète, on va quand même grosso modo dans la bonne direction. Par exemple, on a appris que en ce moment, les dépenses militaires mondiales ont atteint leur plus haut seuil depuis la guerre froide. Les mecs sont prévoyants. Une fois qu'on aura terminé de claquer du coronavirus, quand il restera quelques personnes, boum, une bonne guerre pour enchaîner, on finit le travail. Non, franchement, là, c'est de la politique de prévention. Quant à Emmanuel Macron, il travaille, il est extrêmement occupé. Alors les mauvaises langues, bien évidemment, diront on voit pas les effets, la violence policière est toujours aussi présente, les gens sont toujours aussi pauvres, le coronavirus est toujours aussi mal géré. Non mais oh mais vous arrêtez de penser qu'à vos gueules, il a du boulot notre président, putain de bordel de merde.
Je veux dire, il doit sauver la démocratie au Liban, il doit sauver la démocratie au Bélarus, il doit s'occuper de l'Ukraine, de la Syrie, de la Palestine. Je veux dire, on arrête de penser qu'à son nombril quand même. Et bientôt tu vas voir qu'il va y avoir des populistes pour lui reprocher de prendre du bon temps. Non mais c'est pas vrai ça. Surtout qu'en plus là c'est sa période annuelle. Bah si, c'est tous les ans à peu près à cette période-là qu'il fait une partouze, Emmanuel Macron. C'est sa partouze de l'année, ça le détend. Alors c'est vrai que la dernière fois il avait quand même placé la barre assez haut. Cette fois-ci en exclusivité, je suis fier de vous l'annoncer, la rédaction de JSPC a chopé les images vidéo, et oui, plus fort que Mediapart, de la partouze annuelle d'Emmanuel Macron. Hello, how are you? I'm fine. How are you? You are at the best place in the world. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you for the invitation. No, we're very happy to have you here. Ah ouais, là il a step up le game. Ah non, franchement, là c'est bien. Bon, c'est toujours un peu formel quand même, t'as un peu droit, on voit que t'es gêné. C'est le genre de mec, tu sais, il plie ses chaussettes et son pantalon à 21h avant d'aller tirer bobonne. Mais je veux dire, là quand même, un peu d'exotisme en plus pour Non, pas autant que la dernière fois par contre, voilà, on était sur la bonne voie, mais franchement, on est à deux doigts d'avoir un truc qui a la classe de Kennedy. Bon après, si Macron est un peu moins joyeux que d'habitude, c'est peut-être aussi parce qu'ils lui ont mis un stop sur la poudreuse. Bah oui, parce que c'est fini en France. Ah non, c'est terminé, il a dit Gérald Darmanin. Pour tous ceux qui aiment bien tout ce qui est cocaïne, tout ce qui est shit, à partir du 1er septembre, ça disparaît de la surface de la France, c'est terminé. À partir du 1er septembre, tout consommateur de stupéfiants sera sanctionné par une amende importante, que ce soit pour une barrette de shit ou un gramme de cocaïne. Et ce sera vrai partout en France, dans les quartiers de Créteil, comme dans le 16e arrondissement de Paris. Que te dire Le monde est en PLS de rire. Putain voilà, JPP sa mère. Ouais, merci ma gueule pour cette grosse marque de rire. Oh ça va, non mais attends, je te crois. Vous avez prévenu Dupond-Moretti par contre? Ça veut dire que le trafiquant doit aller en prison, madame, et que le consommateur doit connaître effectivement une sanction. Et cette sanction, c'est une amende importante qui sera mise par les forces de l'ordre lorsque vous aurez une barrette de shit sur vous ou un gramme de cocaïne. Voilà. Et ce sera vrai dans les quartiers de Créteil comme dans le 16e arrondissement de Paris. Après attention, moi je te crois Gérald. Ah mais oui, moi je le crois mot pour mot. Il est en train de nous dire qu'il sanctionnera d'une forte amende les gens, que ce soit pour 1 gramme de cocaïne ou une barrette de shit. Mais on le sait que vous faites chier les gens pour 1 gramme de cocaïne ou une barrette de shit. Le problème, c'est pas les grammes, c'est les kilos à côté desquels vous passez. Bah oui, parce que là, visiblement, vous êtes moins impliqués. Comme par exemple avec ce maire pro LREM et soutenu par LREM qui s'est fait arrêter avec 2,5 kilos de cocaïne à l'aéroport. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pas grand-chose. Après, attention, Gérald, on va pas lui en vouloir non plus. Il est déstabilisé en ce moment à cause de l'actualité récente. Bah vous le savez, il y a eu les tags négationnistes à Oradour-sur-Glane. Ouais, mais Gérald, toutes ces questions-là, ça le marque personnellement dans sa chair, ça le choque, ça le blesse, comme il nous l'a témoigné sur les réseaux sociaux. Les inscriptions négationnistes à Oradour-sur-Glane sont un crachat sur la mémoire de nos martyrs. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de crachat, parce que t'en as là, il y a un autre truc, alors c'est peut-être pas un crachat, mais un petit postillon comme ça pour accompagner le crachat, c'est la jolie faute d'orthographe à Oradour-sur-Glane. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit, les médias, les réseaux sociaux détruisent le cerveau des gens, mais pour rester connectés, lucides et surtout cultivés, il reste bien évidemment la littérature. Et c'est pourquoi dans Je suis pas content TV, on va essayer à partir de maintenant de partager l'actualité littéraire, parce qu'il me semble que c'est important de vous tenir au courant de ce qui s'écrit dans notre beau pays. Et l'actualité littéraire du moment, c'est bien évidemment la sortie du dernier livre de Nicolas Sarkozy. 1 an après la sortie de son livre Passion, vendu à plus de 300 000 exemplaires, l'ancien chef de l'État publie demain Le temps des tempêtes. Le temps des tempêtes, à tribord tout m'océan. Putain, non mais sérieux. Mais tu l'auras pas le Goncourt. T'y crois vraiment à ton délire? Il y a quelques années, tu savais même pas que 1793, c'était pas un roman de Victor Hugo, et maintenant tu te la joues Le temps des tempêtes. T'es vraiment un enculeur de mouche. Et pour faire taire ceux qui, une fois encore, y verraient un signe, Nicolas Sarkozy assure que ce livre ne signe absolument pas un retour en politique. Ah bah ça fait plaisir de voir un homme politique qui est pas opportuniste, un homme qui est pas là juste pour revenir sur le devant de la scène, quelqu'un qui est là pour partager ses erreurs et essayer d'aller de l'avant, se remettre en question, dresser son bilan, et ça c'est bien. Récit de ses 2 premières années de mandat, 2007-2008. Bah, dites-moi pas que c'est pas vrai. Ah, ça s'arrête en 2008 le truc.
Ah, c'est-à-dire que tu vas pas plus loin que 2008, tu fais ça en 2 parties, d'accord. Il nous fait une Final Fantasy VII Remake, l'enculé. Tu t'arrêtes juste avant la mort de Tifa, enfin, de l'économie française, en fait. D'accord, mais promis, elle sort à la partie 2, tu nous prends pas pour des jambons. 2023, on sera encore là. Je suis pas content.